Bienvenue à tous, bienvenue à tout état de siège. Quel avenir? Une année après, vous l'avez suivi, le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, a donc annoncé une table ronde, une annonce d'abord dans un cadre purement restreint avec les élus du peuple, surtout ceux de provinces qui sont sous l'état de siège, l'Ituri et le Nord Kivu. Voilà. Apparemment, c'est un état de siège qui pourrait prendre fin, ou ça sera un état de siège continuité, mais sous une nouvelle forme, sous un nouveau format, avec toutes les recommandations faites autour de ces tables. 5 invités: Donald Kabasele, UDPS, Chris Mukendi, juste à ma gauche, vous êtes AFDC, et puis Kambale Nixon, directeur du Centre pour la gouvernance, c'est la société civile incolore, et puis nous avons Alain Aling, PPRD, également notre ami Rodrigue Ramazani en vol, il est le porte-parole adjoint de ce parti des délices et Sangha. Alain Aling, d'entrée de jeu, vous êtes parti de la masse jusqu'au sommet du parti, ou dans la grande sphère du parti, vous êtes secrétaire national en charge de quoi? En charge des relations avec les partis politiques et les groupements. Et voilà. Et donc, félicitations. Vous voyez que ça donne toujours un écho, le travail que vous faites dans les médias. Écoutez, c'est le fruit de la fidélité, c'est le fruit de la loyauté envers d'abord la nation et ensuite envers celui qui nous inspire, Joseph Kabila Kabange. C'est pas parce que vous malmenez Tshilombo souvent, même quand une question, c'est une question qui relève du domaine économique, Tshilombo paye les frais parce qu'il appelait Kagame son frère? Pas du tout. Donc, écoutez, nous, Tshilombo, on ne les calcule même pas. Parce qu'on sait qu'en 2023, il sera deuxième sénateur à vie. Aujourd'hui, ce qui nous intéresse en tant que leader de jeunes, c'est chercher, n'est-ce pas, à répondre aux aspirations profondes de la population congolaise. C'est par rapport à ça et notre lutte politique qui a fait que nous puissions qu'on soit amenés à ce niveau-là. Pardon? Vous allez aligner qui? Au PPRD, le candidat naturel s'appelle Joseph Kabila Kabange parce qu'aujourd'hui, il n'y a aucune, n'est-ce pas, disposition constitutionnelle qui l'empêche de briguer, n'est-ce pas, un nouveau mandat après avoir, n'est-ce pas, passé son temps en tant qu'ancien président. Voilà. Merci Nkangi pour les éléments, les détails. C'était une façon de dire que notre ami, ce qu'il fait autour de cette table, ça a payé. Il est maintenant secrétaire national. On ouvre ce débat d'abord avec vous, juristes, même si vous avez des couleurs politiques. Nous allons vers la fin de l'état de siège ou la continuité, new format. Merci, M. Fabien. Merci aussi à tous les co-panélistes sur le plateau. Je pense que on a toujours cet honneur-là d'échanger avec les amis. Mais tout de suite, il ne fallait pas laisser la zone d'ombre. Il fallait lire la Constitution pour répondre à mon frère Aling, qui pense que Joseph Kabila peut se représenter. J'ai lu l'article 70, le premier alinéa. Le président de la République est élu au suffrage universel direct pour un mandat de 5 ans, renouvelable une seule fois. Pour un mandat de 5 ans, renouvelable une seule fois. Je pense qu'en méditant cet article, vous ne ferez pas de débats inutiles, de débats improductifs sur le retour ou non de Joseph Kabila. Je pense que le PPRD a tout son temps de chercher parmi les jeunes qui sont en train de nommer
c'est lui qui peut être candidat aux élections présidentielles au lieu de se faire ridicule après. J'entre dans le débat, M. Fabien. Vers la fin de l'état de siège, l'idéal pour nous tous, ce n'est pas que l'état de siège demeure. C'est une mesure d'abord exceptionnelle. Elle est prise parce que la sécurité et la paix de nos populations sont menacées. Et même la souveraineté de notre État. Ça veut dire que l'état de siège n'a pas pour vocation de s'éterniser. Ça, c'est le principe. Mais est-ce qu'on veut que l'état de siège cesse tout de suite au moment où nous n'avons pas eu la paix à l'Est, au moment où l'objectif pour lequel l'état de siège avait été décrété n'est pas suffisamment atteint à 100%? Moi, je pense que non. Je pense qu'on a encore besoin de l'état de siège. Regardez combien de résultats l'état de siège nous donne. On a récupéré l'aéroport de Douga, vous vous rappelez? Nous avons récupéré des localités rebelles. Nous avons mis en déroute tous les rebelles qui sillonnaient l'Est de la République. Même si ce n'est pas fait à 100%, mais les résultats sont criants. Pour preuve, l'économie rwandaise dans sa production minière a été réduite de 40%. La deuxième preuve, c'est que le M23 sont partis solliciter de pourparler avec le gouvernement de la République. Pourquoi? Parce qu'ils sont en déroute. C'est vrai, nous héritons d'une situation un peu éléphantesque, une situation justement aux conséquences pas mesurées. Pourquoi? Parce qu'il y a eu des accords que le gouvernement précédent ou le pouvoir précédent ont eu avec des rebelles. Je vais vous rappeler des accords du 23 mars 2009 qui avaient mis sur la table le gouvernement de la République avec le CNDP, à l'époque de Kounda Batare et tout ce qui y allait avec. En 2013, ce mouvement ressurgit pour l'irrespect des accords. Et aujourd'hui, nous connaissons le phénomène M23. Donc, c'est des charges. Ces charges, qu'est-ce qu'il faut? Il fallait essayer de mettre la force du feu sur le terrain et il fallait essayer de renforcer. Mais parce qu'il y a des notables, il y a des gens qui ont toujours à dire sur l'état des sièges. Il fallait que le président de la République initie une table ronde. Ça veut dire qu'on met tout le monde autour d'une table, que chacun dise objectivement qu'est-ce qu'on reproche à l'état des sièges. Mais quand il avait pris la décision, il n'avait pas consulté justement ces notables. Voilà. Il avait agi en tant que commandant suprême des forces armées, de la RDC et de la police également. Il est le garant de la nation, il ne faut pas l'oublier. Il a respecté l'article 85 et 86 de la Constitution. C'est ainsi qu'il a, sur base de ces articles constitutionnels, il a décrété l'état de siège. Et il ne lui est pas refusé ce droit-là d'unir les notables, d'unir toutes les forces en présence et de discuter avec eux. Merci Kabassé Donald. Monsieur Nkangi, dites-nous concrètement, est-ce que le président de la République, peut-être pour lever l'état de siège, est-ce qu'il a besoin d'une table ronde par rapport aux résultats, par rapport au changement de la donne? Est-ce que vous êtes d'accord qu'on puisse revoir l'état des sièges, c'est-à-dire le continuer sous un nouveau format, ou tout simplement requiem, état des sièges, on remet les politiques qui étaient aux affaires et les militaires rentrent dans leur caserne, ou bien reprennent les fronts? Écoutez, je dirais de prime abord, non. Vous savez, aujourd'hui, M. Antoine Tshisekedi doit avoir le courage de reconnaître qu'il a, n'est-ce pas, mis en place cet état de siège tambour battant, n'est-ce pas, avec l'espoir de pouvoir mettre fin à cette histoire de guerre au niveau de l'Est de la République. Alors, aujourd'hui... Votre caméra est là, c'est pas à plus de 10 prolongations, n'est-ce pas, de cet état de siège, les résultats sur terrain, n'est-ce pas, ne séduisent pas. Et il faudrait reconnaître, lorsqu'on est face à un échec qui n'est pas en soi une fatalité, n'est-ce pas, la grandeur d'un homme est aussi identifiée lorsqu'on reconnaît que je n'ai pas été à la hauteur de la mission. Et donc, lorsqu'on commence à multiplier les mots fallacieux, de dire qu'il faut aller, n'est-ce pas, dialoguer, convoquer
une table ronde. Mais écoutez, tout le monde le sait, que c'est un échec puissant, cette histoire totalitaire. On a décrété ça, et ensuite, nous avons invité les militaires de plusieurs pays du monde. Il y a des Américains qu'on nous a présentés ici, 10, des photos, tout ça. Et tout le monde pensait que c'était la solution. On a proposé que les Kenyans viendront ici pour mettre fin à cette guerre. Ensuite, les Rwandais invités par des policiers. Et la population a dit non. Ce qui a suivi, c'est les Ougandais qui se sont invités ici sans aucun contrat, n'est-ce pas? Et tout ça, ça démontre clairement que M. Tshisekedi, n'est-ce pas, n'a pas été à la hauteur de pouvoir mettre fin à cette guerre de l'Est. Et la preuve en est qu'aujourd'hui, même ses proches collaborateurs, et vous en 18 commencent maintenant à cracher sur la mémoire de la population congolaise. Il y a eu des Lingeti aux États-Unis vous dit, écoutez, venez Monsieur chez nous, je pose la question. Je relance les débats. N'existe pas notre pays. On voit ça à la télévision. Écoutez. Je relance les débats. Merci. En 18 ans, vous avez mis fin à l'insécurité dans l'est du pays. Est-ce qu'il n'y a pas eu opération conjointe armée rwandaise et armée congolaise? Pourquoi vous arrachez toutes les pages de l'histoire de ce pays alors qu'elle est récente, de 18 ans? Écoutez, d'abord, je ne pose que la question. Merci pour la question. Les Kabylies, ce sont des républicains, n'est-ce pas? Nous n'avons jamais été des triomphalistes. Lorsque nous étions au pouvoir, l'IDPS tirait à boulet rouge sur Joseph Kabila. Et lorsqu'aujourd'hui, on commence maintenant, n'est-ce pas, à marcher que sur les mêmes traces et dire que nous sommes différents, je me pose des questions. Il faut le reconnaître que les M23, n'est-ce pas, ont été chassés par l'armée congolaise en 2014. Et aujourd'hui, vous avez l'armée qui vous dit que ce sont des Rwandais qui se cachent derrière les M23. Mais vous avez de l'autre côté les membres du gouvernement qui vous disent que non, ce ne sont pas des Rwandais. C'est-à-dire que nous sommes dans une situation de confusion. Et donc, c'est l'amateurisme, c'est la faiblesse du pouvoir en place. Il faut le reconnaître et on ne peut pas s'attendre à quelque chose de consistant. Pour maintenant citer Donald Kabasele, doit comprendre que l'article 70, dont il a fait allusion tout à l'heure, parle du président de la République en fonction. Vous êtes là dans les... On dit le président de la République. Non, pas les jeux de ping-pong. Je réponds à la question. C'est très important. Pas les jeux de ping-pong. Vous allez le dire à la fin. Digression. Vous voulez nous amener dans la digression. Vous qui dites, Chris, s'il vous plaît. Que l'article s'il vous plaît, soyez aussi à un ancien président de la République. Et donc, Joseph Kabila n'est plus Chris Mukendi, vous avez la parole. Est-ce que la table, est-ce qu'on peut être ordonné? Je vous en prie. Voilà. Chris Mukendi, est-ce que la table ronde annoncée par le président de la République sur l'avenir, pour déterminer justement l'avenir de l'état de siège, est-ce que ce n'est pas un aveu d'échec? L'armée ougandaise, chez nous, le travail est encore ardu. L'armée, les militaires tanzaniens sont venus. La MONUSCO est là, la brigade d'intervention est là. Et puis, voilà, la diplomatie. Toutes les options sont sur la table. Est-ce que ce n'est pas un aveu d'échec, cette table ronde encore? Merci très cher Fabien, je salue mes amis co-débatteurs. Je crois que le gouvernement de la République s'est résolu à éradiquer par tous les moyens cette insécurité qui sévit à la partie est de la République démocratique du Congo. Un des moyens que le gouvernement utilise, c'est la diplomatie. Malheureusement, quand nous parlons de diplomatie, nous avons tendance à croire que la diplomatie, c'est seulement cette approche de dialogue avec les pays étrangers, mais il y a aussi une diplomatie
en interne qui veut que les Congolais entre eux se parlent par une voie de dialogue. Donc moi je considère qu'une table ronde qui va réunir les Congolais entre eux, les gens qui sont... parce qu'il faut dire aussi que les Congolais sont directement impliqués dans ce qui se passe à l'Est de la République. Vous avez vu avec des cas des arrestations, nous avons vu nos mamans, nos frères et sœurs qui alimentent des groupes armés, qui approvisionnent ces groupes armés. Donc ça veut dire que le mal vient dès l'intérieur, même si parfois les pays étrangers servent d'arrière-base à tout ce qui crée l'insécurité dans le pays. Donc moi je considère qu'une table ronde est un des moyens. Mais cela ne veut pas dire qu'à travers une table ronde, le président pourra aller jusqu'à décréter la fin de l'état de siège. L'état de siège a été décrété pourquoi? L'objectif pour lequel l'état de siège a été décrété, c'était pour ramener la paix dans la partie est de la République. Aussi longtemps que cette paix que nous chérissons tant, cette paix que nous souhaitons tant revenir dans notre territoire n'est pas revenue, je crois que constitutionnellement même, il n'y a aucune disposition qui limite le nombre, la durée de l'état de siège. L'article 144, alinéa, je crois, alinéa 5, dit que l'ordonnance proclamant l'état de siège ou l'état de siège cesse de plein droit de produire ses effets après l'expiration du délai prévu à l'alinéa 3 du présent article, à moins que l'Assemblée nationale et le Sénat, saisis par le président de la République, sur décision du Conseil des ministres, n'en aient autorisé la prorogation pour des périodes successives de 15 jours. Donc ça veut dire que, si vous lisez l'alinéa qui précède, on dit que l'état de siège est décrété pour 30 jours, mais et que, à l'expiration de ces délais de 30 jours, le président de la République peut solliciter la prorogation de manière, mais écoutez, de manière successive. Il faut bien souligner les mots successives. Et les mots successifs n'a pas dit 2 fois, 3 fois, 4 fois. Parce qu'on ne peut pas dire ici qu'après une année, il faut impérativement qu'on arrête avec l'état de siège. Non, j'ai dit l'objectif pour lequel l'état de siège a été décrété n'a pas été encore rencontré. Donc moi je considère un des moyens... Donc ça sera pour le président de la République de prendre en compte les desiderata des élus du Nord Kivu et de l'Ituri, et même de l'ensemble du pays, et également de la commission défense et sécurité, où il y a des gens qui parlent par moments aussi comme si ils étaient spectateurs de ce qui se passe au Congo. Est-ce que c'est ça? Mais effectivement... Repenser l'état de siège? Non, je ne dis pas repenser l'état de siège. Moi, j'ai dit... vous avez suivi le président de l'Assemblée nationale qui, au cours d'une plénière, a demandé aux députés nationaux de quitter les groupes armés. Donc, ça veut dire qu'il y a des Congolais qui sont eux-mêmes complices de ce qui se passe à l'Est de la République. Et je considère qu'une table ronde telle que voulue par le président de la République est un des moyens qui pourra permettre effectivement que l'option diplomatique, parce qu'avec l'option diplomatique, ça préserve des vies. L'option diplomatique réduit les moyens logistiques que nous déployons avec le moyen militaire que nous utilisons avec l'état de siège. Donc moi je considère que la table ronde est la bienvenue, mais comme j'ai dit, le gouvernement est résolu pour les deux options, l'option est militaire et l'option diplomatique. Chris, merci. Je reviens. Plutôt, je vous passe la parole maintenant. Monsieur Ramazani, dites-nous, est-ce que cette table ronde annoncée par le chef de l'État, c'est pas une réunion de trop quand on sait qu'il y a eu, à part l'état de siège, plusieurs appels justement à aimer cette patrie. Mbosso n'a pas été entendu. Les commerçants devenus, qui sont aussi en politique, encouragent ce qui se passe dans l'Est, ils font les affaires. En même temps, je ne sais pas ce qui était arrivé au président de l'Assemblée provinciale du Nord Kivu, cité ou impliqué dans tout ce qui se passe dans la déstabilisation du pays. Les relais se portent comme un charme au Congo, à Kinshasa et en province. Alors, Nairobi, quelle sera l'importance des consultations avec les groupes armés qui ont pris l'engagement? Vous ramassez un peu tout ça, je vous ai balisé le chemin. Merci. Une table ronde de trop, qui démontre une fois de plus une politique hasardeuse du point de vue sécuritaire que l'administration Tshisekedi a lancée.
Évidemment, cela ne m'étonne pas, moi, parce que la majorité des décisions et des politiques lancées par cette administration Je l'ai parlé en sont tant que hasardeuses. responsable. Nous ne sommes pas dans la politique politicienne, c'est la sécurité de notre pays. Laissez-moi avancer. Je parle d'une décision et d'une politique sécuritaire hasardeuse. Pourquoi je le dis? Ceux qui connaissent la structuration de notre armée est organisée en zone de défense. Et dans le zone de défense où on a décrété l'état de siège, notamment au Nord Kivu et Sud Kivu, il y avait déjà des secteurs opérationnels, je crois 8 secteurs opérationnels qui fonctionnaient. Il fallait au préalable commencer par une évaluation, avant de proclamer l'état de siège. À ce moment-là, on pouvait insinuer et penser que Félix Tshisekedi avait pris une décision qui n'était pas hasardeuse, mais une décision suffisamment, j'aimerais bien parler de réfléchir, mais parce que je parle de chef de l'État, j'ai dit une décision suffisamment mûrie. Mais lorsque nous analysons comment les choses ont été faites, j'ai dit, et je le répète, il s'agissait d'une décision hasardeuse. Parce que le secteur opérationnel qui existait n'a jamais été évalué. Vous avez une expertise en défense et sécurité d'un pays? Écoutez, pour votre gouverne, j'ai été au cabinet du ministre de la Défense et je sais qu'est-ce que je suis en train de vous dire. Vous étiez qui là-bas? Écoutez, j'étais conseiller en charge de questions sociales, je sais de qu'est-ce que je suis en train de vous dire. Le choix des mots est très important aussi. Et j'ai pris mon temps, sécurité du pays. Et de moi-même, j'ai pris mon temps à lire et à comprendre la situation sécuritaire du pays. Et vous n'oublierez pas que je suis dans un parti politique qui est une machine à idées. Nous sommes avant-gardistes. Et parce que je parle de mon parti, de la proclamation de cet état de siège, les partis en vol s'étaient levés pour dire non. Que cette décision était une mauvaise décision qui n'apporterait pas de solutions. Une année après, nous avons constaté plusieurs politiques tâtons qui entourent cette initiative sécuritaire qui malheureusement ne fonctionne pas jusqu'aujourd'hui. Regardez des tâtonnements, ce qui démontre à suffisance qu'il s'agissait d'une politique hasardeuse non planifiée. Et cette non-planification sont de propos notamment du ministre de la Défense et est bien coulée dans un rapport au niveau de la Commission Défense et Sécurité. On engage le pays sous état de siège au nom du feu pour réprimander, chasser les forces nuisibles ou encore les forces qui sèment la terreur et l'insécurité à l'est du pays. Très bonne chose. Mais après, l'on constate que c'est insuffisant. On n'arrive pas à trouver des solutions. On amène le pays vers l'accord, je crois, avec les États économiques de l'Afrique de l'Est, afin de croire qu'on pourrait trouver une solution à partir de là. Et on nous oblige, on impose à la République démocratique du Congo une résolution qui nous demandait dans cette résolution de discuter avec des forces négatives congolaises, mais aussi des forces négatives étrangères. Résolution d'accord. N'est-ce pas? Résolution de l'accord qui nous a imposé cette, entre guillemets, constitution. Il n'y a pas eu un accord à Nairobi. Et écoutez, pour parler français, non? Comment vous nous induisez en erreur? L'accord à Nairobi. Laissez-moi finir. Je dis ceci. Après les discussions, il a été imposé à la République démocratique du Congo par les autres pays ce dialogue qu'on a connu aujourd'hui entre les différentes forces négatives. Mais il était prévu dans cette résolution qu'il fallait discuter non seulement avec les forces négatives congolaises, mais aussi les IDF et les FDLR et les consorts. Chose qui n'a pas été faite. On a discuté qu'avec les forces négatives congolais, alors que les autres pays, Burundi, Rwanda, Ouganda, ont refusé de discuter avec leurs forces négatives. Ceux qui sèment la terreur à l'Est, ce n'est pas seulement le Codeco, le M23 et les autres. Il y a aussi les forces négatives ougandaises, rwandaises, qui devaient, alors que l'Ouganda et le Rwanda devaient aussi être autour de la table et discuter avec leurs forces négatives. Ils ont refusé. Si nous étions dans une politique sécuritaire planifiée, dans le cadre de la diplomatie, comme le disait tout à l'heure Chris Mukeni, ces deux groupes de forces négatives congolaises et rwandaises devaient se retrouver sur la table pour discuter clairement de la situation. Mais ici, sur cette table ronde, il s'agit d'une discussion de plus qui ne va servir à rien, qui ne pourra servir qu'à dilapider les fonds publics. Il est démontré noir sur blanc. Il est démontré noir sur blanc aujourd'hui que l'état de siège tel que proclamé par Félix Tshisekedi aujourd'hui est un échec. Il ne faut même pas réévaluer, il faut lever cet état de siège. Ce qu'il faut aujourd'hui, pour trouver la solution au problème, nous devons réformer notre armée. Nous devons avoir une armée dissuasive, capable de défendre le territoire national. Et ce problème, ce n'est pas d'aujourd'hui, ça ne date pas d'aujourd'hui, ça date de longtemps. Merci. Félix Tshisekedi, 3 ans après son pouvoir, il n'a pas su mener de réformes au sein de l'armée afin de changer même la chaîne de commandement. Nixon Kambale. Toutes ces recommandations existent.
Monsieur Ramazani, Nixon Kambale, vous êtes la société civile. Le Centre pour la gouvernance a suivi et évalué au sein de plusieurs organisations de la société civile, a fait le monitoring et évalué les réformes engagées au sein de l'armée, de la police, services de sécurité et même de la justice. Ça date du régime Kabila, ça a été même financé par des partenaires extérieurs en termes de millions. Aujourd'hui, là, au regard de tous ces éléments évoqués autour de cette table, comment voyez-vous l'avenir de l'état des sièges à travers cette table ronde? Quel est le non-dit de ce que le président annonce? Évaluation, levée de l'état de siège avec les pressions des multinationales exercées sur le Congo à travers les élus entre guillemets, parce qu'on sait qui fait la guerre au Congo. C'est à vous la parole. Merci Fabien, merci pour les amis. En tout cas, je suis content de me retrouver à côté des éminents analystes et acteurs politiques et qui s'intéressent bien à la question. Je crois qu'aujourd'hui, comme je disais une fois ici, la question de sécurité est devenue une question où tout le monde donne des idées. Et sur cette base-là, il y a des orientations qui sont données par et d'autre et qui permettent à ce que les choses avancent. Évidemment, aujourd'hui, tout le monde s'interrogeait depuis un certain temps sur l'avenir de l'état de siège. Ce n'est pas seulement aujourd'hui, c'est déjà depuis la mise en place de la commission de défense et sécurité. Lorsque la commission de défense et sécurité passait sur la question, les problèmes se posaient et les gens s'interrogeaient, est-ce qu'il fallait encore continuer avec l'état de siège? C'est vrai, il y a eu des divergences de vues sur ce que les uns et les autres ont voulu donner comme point de vue. Mais lorsque on se réfère à l'histoire ancienne comme récente, on se rend compte que l'approche militaire, sur tout ce qui se passe à l'Est, a montré ses limites. Nous sommes pratiquement, si je compte les différentes opérations depuis 2005, nous sommes à la 10e opération militaire contre les groupes armés de la partie Est du pays. Et toutes ces approches-là ont montré ses limites. Pourquoi? Ou leurs limites? Pourquoi? Parce qu'il y a des questions, et je le dis souvent ici, Fabien, il y a des questions qui ne nécessitent pas les actions militaires pour que ça soit résolu. Or, le fait que ces questions n'ont jamais été résolues, ça impacte évidemment sur toute opération militaire qui doit être menée. Et je dis ça pourquoi? Parce que, vous savez, depuis pratiquement 96... À quoi est dû cet échec, ou bien c'est ce que vous appelez raté ou insuffisance? Nos frères dans l'Est qui sont dans l'hypocrisie, qui font les affaires dans le bain de sang de leurs frères, les multinationales qui amènent plus que ce que le gouvernement propose aux jeunes gens sortis des groupes armés. Finalement, qu'est-ce qui fait qu'on échoue? Ou bien les infiltrés rwandais et burundais dans notre armée? En fait, je vous ai toujours dit, Fabien, dans une histoire de stabilité ou de sécurité, il y a plusieurs intérêts qui naissent. Parfois antagonistes, mais qui se réconcilient souvent les intérêts à présence ou les gains à gagner. Pourquoi je dis ça? Parce que j'ai posé la question un jour dans un atelier sur l'extrémisme violent au ministère des Affaires étrangères. Il dit, généralement on dit qu'on constate, c'est pas on dit, on constate que la plupart des massacres sont perpétrés lorsqu'il y a récolte de cacao. Alors, j'avais posé la question. Qui est cette personne qui arrive à prendre ce cacao dans les forêts pour l'amener à ville? On ne me dira pas qu'il y a un commerçant X qui le fait. Mais les éléments de terrain renseignent que ce sont les camions militaires qui amènent ces cacao à ville. Et j'ai toujours dit, un commerçant n'a pas, comme disait Napoléon, l'argent n'a pas d'odeur. Ne demandez pas aux commerçants de chercher à dépasser plus. Le principe à commerce, c'est minimiser les dépenses et maximiser les recettes. Lorsque le cacao arrive, le commerçant, il le prend, mais qui est celui qui l'aide à exporter ce cacao? Il passe par quel service? Le service de l'État.
Et je vais vous donner un exemple. Un jour, à Kassindi, on prend $800 000. Parce qu'on ne savait pas comment cet argent, par quel moyen cet argent entre sur le territoire national. Et jusqu'à aujourd'hui, tous ceux qui ont été impliqués, même celui, le propriétaire, on ne l'a jamais arrêté. On se demande, est-ce que c'est le commerçant qui était seul dans l'opération ou il était avec les autres? Et les autres sont lesquels? Le préposé de l'État. Et donc, ce qui se passe à l'Est, c'est d'abord la faillite de l'État. Parce qu'il faut le dire de ces termes-là. Parce que lorsque l'État, lorsqu'on dit par exemple, lorsque se dit quitter les groupes armés, mais il est incapable de citer un député. C'est une défaillance à son niveau. Lorsqu'on dit non, d'ailleurs c'est tel, on ne l'arrête pas, c'est un problème. Et des gens arrêtés. Dans l'Est, ils ont cité le nom de quelques députés qui les alimentent. Mais on n'a jamais arrêté. On n'a jamais arrêté. La monsieur. Oui. Ils sont toujours. Les militaires qui ont accepté que c'est moi qui ai amené de tel tenue. On ne l'a jamais arrêté. Les militaires qui sont en dolo, on ne l'a jamais attendu. Mais qu'est-ce qui se passe? Donc, pour dire que les intérêts qui sont autour de cette question sont tellement s'entremêlent au point que chacun évite de poser un acte qui, généralement, il pense que ça va retourner contre lui. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, on tâtonne. Je vous disais l'autre fois ici que, effectivement, lorsqu'on lit les conclusions du rapport de la Commission de défense et sécurité, et particulièrement les déclarations du ministre de la Défense et du chef d'état-major général, on se rend pratiquement compte que l'état de siège avait été décrété sans que certains préalables ne soient menés. C'est notamment la planification, notamment la logistique. Et le ministre de la Défense ajoutait le finance. Mais par contre, lorsque vous lisez les rapports du Sénat sur la question, vous allez voir les chiffres qui étaient, donc les sommes qui étaient décaissées par le gouvernement en un mois. Mais lorsque chacun des compartiments explique, il y a toujours un manque. Il dit, X dit, j'avais donné tel, le ministre des Finances avait dit par exemple, moi j'avais donné 53 millions. Le ministre de la Défense dit non, moi j'avais reçu 30 millions. 30 millions. Le chef de l'état-major demande, moi j'avais reçu de 12 millions. Vous entrez dans des détails. Alors, vous entrez dans des détails qui ne sont pas très importants pour ce plateau. Non, Fabien. S'il vous plaît. Attendez d'abord. S'il vous plaît. Vous voulez nous ramener l'histoire ou l'historique? Non. Les grands hommes ne regardent pas comment ils sont tombés. Et quand ils tombent, ils se relèvent et cherchent comment avancer et capitaliser. Comment capitaliser cet état de siège au regard des échecs ou des performances? Kabasele, est-ce que vous êtes de ceux-là qui disent qu'il faut, même si on dit qu'il n'y a pas eu planification, est-ce qu'il faut les lever et puis envisager que l'option aller embrasser les groupes armés? Pas du tout. L'état de siège doit être maintenu parce que ceux qui critiquent cet état de siège, qu'est-ce qu'ils proposent? On aura arrêté avec l'état de siège. Oui. Qu'est-ce que vous proposez en lieu et place? Rien du tout. Alors, on va faire partir l'état de siège pour rester ou revenir dans le statu quo. Je me demande si l'expert s'est aujourd'hui bien documenté. Parce qu'il devrait ne fût-ce que se rendre compte que on ne peut pas parler du manque de finances s'il donne un exemple de 53 millions. Donc ça veut dire qu'il y a eu un financement pour cet état de siège. Je ne sais pas la planification à laquelle on fait allusion, c'est laquelle? On devrait planifier quoi et qu'est-ce qu'on n'a pas planifié? C'est comme ça qu'on parle. Qu'est-ce qu'on devrait planifier dans l'état de siège qu'on n'a pas planifié? Dites-le nous. Dites-le nous. Qu'est-ce qu'on devrait planifier qu'on n'a pas planifié? C'est une guerre. On parle d'une guerre asymétrique. L'ennemi n'est pas déterminé d'avance. C'est des groupuscules de gens, de milices et tout ça qui s'organisent
qui s'organisent en syndicats de crime Mais et qui font terreur et désolation. Il parle des tâtonnements. Il parle des tâtonnements. Non, mais je vais aller à lui. Est-ce qu'il n'y a pas une sorte de tâtonnement dont il pas raison quand on voit que toutes les recettes, bon, état de siège, et puis après, sont les opérations conjointes avec les Ougandais. Oui, ça donnait les résultats au début, mais pour l'instant, les résultats ne sont pas très satisfaisant, c'est isolé. Il faut aller à Nairobi. Là-bas, les grandes puissances, à travers la communauté africaine, demandent qu'ils parlent. Kinshasa parle avec les rebelles. Ils prennent des engagements devant les caméras. Au finish, on constate que ce n'est pas toujours efficace. Est-ce qu'il n'y a pas une sorte de tâtonnement? Il n'y a pas de tâtonnement parce que, M. Fabien, ça fait plus de 20 ans que nous avons cette guerre. C'est important toujours de le souligner. Cette guerre a compté plus de 6 millions de morts. Les experts savent dénombrer ces morts et avoir ces chiffres. Nous héritons d'une situation comme celle-là. Qu'est-ce qu'on fait? On doit commencer quelque part. Entre autres recettes, l'article 85 de la Constitution dit que quand il y a des circonstances graves qui menacent notre intégrité, le président peut décréter l'état de siège. Il décrète l'état de siège. Dites-nous, est-ce qu'il y a eu avancé ou pas? Il y a eu avancé. Pourquoi il y a eu avancé? On a récupéré des localités qui étaient aux mains de rebelles pendant 18 ans. Nous avons récupéré des aéroports, M. Fabien, par où le minerai dit du sang passait pour les cheminer vers l'extérieur. Nous enregistrons au Rwanda une baisse de la production minière de 40%. Nous avons toutes ces prouesses. Est-ce que c'est quelque chose? Il fallait être, ne fût-ce qu'objectif et honnête, à dire, quand même si ce n'est pas le résultat voulu, il y a eu quelque chose. L'état de siège, oui, notre idéal, c'était d'avoir 0 mort. C'est que les Congolais ne meurent plus à l'Est. C'est ainsi que nous sommes en train d'utiliser toutes ces recettes. C'est vrai qu'on n'est pas encore arrivé à l'étape du 0 mort. Mais nous sommes arrivés à l'étape où des villages entiers et des localités sont déjà aux mains des FARDC. Les ADF sont délogés. Ils sont devenus aujourd'hui nomades. Ils ne sont plus sédentaires. On a capturé quelques-uns des ADF. Il y a des femmes qui ont fait des témoignages, qui ont dit qu'aujourd'hui, nous ne pouvons plus rester dans une localité pendant une semaine. Parce que vous êtes quelque part, vous sentez que les FARDC arrivent. Ces opérations, c'est fort. Même quand Ramazani parle d'une mesure hasardeuse, je me demande en quoi c'est hasardeux. Décréter l'état de siège, en quoi c'est hasardeux? Qu'est-ce que vous dites? Vous dites qu'il y a eu il y a des zones de défense. Oui, je vous informe que le commandant de ces zones de défense ont été remplacés. Vous le savez très bien. Ce sont des secrets d'armée, on ne vient pas les exposer ici à la place publique. Les FARDC sont permutés et mutés à tout moment. Il y a eu des enfants qu'on a mis à l'école de formation qui aujourd'hui sont des militaires armés, équipés et qui sont à l'Est, qui travaillent. L'infiltration, oui, cette infiltration a élu domicile pendant 20 ans. Et qu'est-ce que le président fait? Il fallait démanteler ces systèmes qui consistaient à percevoir 53 millions de dollars et les militaires ne voyaient que dalle. Ça, c'est un système qui a existé, qui a élu domicile dans notre armée. Nous avons eu à un moment des rapports des généraux et des colonels qui étaient en train de marchander, même avec l'équipement militaire. Pourquoi on n'arrête pas ces affairistes, ces relais, ces infiltrés? Pourquoi on les laisse? Parce qu'État de droit. Non, pourquoi la sanction chez nous, ça tarde? J'ai comme l'impression que l'expert. Pourquoi la sanction, ça tarde? Donc, s'il vous plaît, oui. Il y a eu 2 procès. L'expert devrait les connaître. Sur des zones d'opération, des procès en flagrance, des militaires qu'on a trouvés en train de vendre de munitions, c'est là qui ravitaillaient, ainsi de suite. Il y a des procès chaque jour. Mais je ne sais pas comment on n'est pas documenté. On vient sur un plateau pour parler est du pays, mais on ne sait pas que ça existe. Au même moment, l'expert vous dit qu'en Ndolo, il y a des gens. Mais comment ces gens sont arrivés à Ndolo? Ndolo, c'est une prison militaire. Comment ils sont arrivés à Ndolo? Ça veut dire qu'on les a arrêtés. Merci. Donc, il y a eu des réformes, monsieur Kabassé. Il y a eu changement de beaucoup de commandants au niveau du front. Et les M23, ce n'est pas une création congolaise. Les M23, je l'ai rappelé ici,
Ce sont les accords du 23 mars 2009 que le gouvernement Kabila a signé avec les rebelles CNDP. Merci. Quand ils n'ont pas respecté ces accords, ces gens ont créé un mouvement qu'ils ont dénommé Merci, M. Kamassele. Merci. Que nous sommes en train de combattre. Ce n'est plus votre temps. Voilà. Alain, proposition, des propositions. Quand il s'agit de la sécurité d'un pays et de la nation, vous suivez les médias rwandais, ils ne viennent pas étaler les secrets défense sur leurs médias en Kenya-Rwanda ou en français ou encore moins en anglais. Proposer. Monsieur Fabien, vous savez, ce qui étonne des propositions. Les Congolais, c'est lorsque M. Donald de l'IDPS fait semblant ici d'une personne qui ne se rend pas compte que cette action non planifiée proposition. de messieurs proposition. Vous allez vous répéter les mêmes choses. Proposition. Élevons le débat. Élevons le débat. Soyons des patriotes. Élevons le débat. Qu'est-ce que vous proposez? Laissez-nous aussi le temps de parler. Sinon, on sera coupé d'idées. Mais manque de planification, ça revient dans chaque phrase. Écoutez, en management d'entreprise, lorsque une action est mal planifiée, écoutez, ne vous attendez pas à avoir un résultat séduisant. C'est tout à fait, soyez discipliné, messieurs. Soyez discipliné. N'a pas été planifié. C'est pas votre temps. Ton agitation ne va pas changer la réalité sur le terrain. Écoutez, les recommandations de Nairobi étaient que le gouvernement congolais puisse négocier avec les rebelles. C'est que nous avons fustigé sur ces plateaux. Et plusieurs Congolais ont dénoncé ces projets de la balkanisation. Et donc aujourd'hui, si on vient en longueur de journée, n'est-ce pas, annoncer qu'il y aura, n'est-ce pas, une table ronde avec ces mêmes rebelles qu'on veut maquiller, donner l'étiquette de la population congolaise, et nous comprenons, n'est-ce pas, qu'on joue les jeux de l'ennemi. Il faut avoir le courage, n'est-ce pas, de dénoncer ça. Et nous, au niveau de l'opposition, l'FCC et la Mouka, on ne laissera pas, n'est-ce pas, l'IDPS jouer avec la vie des Congolais. Si vous lisez la Constitution dans son article 16, n'est-ce pas, la vie humaine est sacrée. Et il est de la responsabilité, n'est-ce pas, du gouvernement de pouvoir protéger cette vie-là humaine. Dès lors que vous avez décrété l'état de siège et les morts continuent, écoutez, ne nous voilons pas la face. Vous avez échoué. Ne venez pas nous multiplier les mots, n'est-ce pas, ici, faire du juridisme sur les plateaux de la télévision. L'état des sièges, c'est un échec. Cet échec, le reste du pays est toujours instable. Est-ce que ce n'est pas une aubaine pour l'opposition que vous êtes? Non, mais écoutez, non, une aubaine. Il faut que le voisin échoue et que vous puissiez peut-être en profiter en 2023. Les voisins échouent par manque de leadership fort, par son incompétence, et non par le vouloir de l'opposition. Ça, c'est une réalité. On a, n'est-ce pas, ici, évoqué cette question de l'amateurisme, qu'on agit en tâtonnant. Proposition. Pas, vous vous répétez. En tâtonnant. Oui, proposition. De l'autre côté, c'est les meetings aériens. On invite. Cher ami, c'est toujours en termes de sécurité. Cher ami, je ne veux pas qu'on ramasse des petits morceaux racolés, meeting aérien, et Donald dit, s'il vous plaît. Mais ce qui a été élu pour sécuriser la population congolaise. Je crois que c'est l'une des premières missions d'un chef d'État. Dire aujourd'hui que la mission confiée à cette composante politique qui est l'IDPS soit réduite, n'est-ce pas, à la réduction des recettes des Rwandais, qui ne sont pas des Congolais. Mais on fait quoi? On dit non, les recettes rwandaises ont diminué parce que nous avons travaillé. Mon frère. La proposition est simple et claire et nette. Aujourd'hui, monsieur le président Tshisekedi, lorsqu'il est au bout du souffle, il doit, n'est-ce pas, démissionner, c'est simple. C'est aussi une solution. Démissionner lorsqu'on n'est pas en mesure de pouvoir porter, n'est-ce pas, la solution aux problèmes qui se posent dans la société. Je crois que
un homme politique qui a la vocation de servir sa nation ne peut pas, n'est-ce pas, voir ça comme si c'est une punition, n'est-ce pas? Et nous devons le reconnaître que l'état de siège est un échec. Parce que chaque jour, ils ont échoué selon le PPRD. Tu sais que Tshilombo a échoué, l'état de siège a échoué. Qu'est-ce que vous donnez comme contribution pour que, à l'évaluation, plutôt à cette table ronde, peut-être qu'ils puissent sauver la nation, pas sauver leur régime. Sauver la nation, la nation veut qu'il y ait, n'est-ce pas, une table ronde entre acteurs politiques non armés, n'est-ce pas, ici à Kinshasa. Et non aller dialoguer avec ceux qui sont en train de tuer la population, n'est-ce pas, dans les villages. Voilà. Et là, c'est encourager cet activisme. Chris Mukendi. Et pour mettre fin à ça, et là, c'est la voix de la raison. C'est une proposition concrète, Alain, dans le pragmatisme voulu dialoguer ou parler à Kinshasa. La table ronde à Kinshasa, pas avec les assassins des Congolais, mais avec les acteurs politiques de tous bords. Bonne proposition. Non, mais je crois que l'ami n'a pas de proposition. Hein. Il est allé chercher cette proposition, je ne sais, sous ses pieds, je ne sais pas. Il faut dire ici qu'il faut arrêter, pour des questions aussi importantes comme ça, de faire de populisme sur le plateau de télévision. Je pense que les amis qui nous suivent à la maison sont en train de rigoler quand ils voient Alain parler comme ça, surtout quand ils demandent, il est de quel abord politique, on lui dit qu'il est du PPRD. Et les gens se disent, mais il vient du pouvoir pendant 18 ans, mais avait-il fini la guerre pendant leur période? Voilà, donc il faut rappeler ici, les amis, on y a les rappeler sur les plateaux, que l'insécurité à l'Est de la République... Donc vous, votre modèle, c'est l'échec du PPRD en 18 ans. Pas du tout. Non, c'est ça votre modèle. Le problème, c'est les discours qu'il tient sur les plateaux. Comme ils ont échoué, vous voulez aussi échouer. Et le Congo va échouer doublement. Il faut tenir un discours qui a un minimum d'humilité pour reconnaître qu'ils n'ont pas fait mieux en 10 ans, en 15 ans, en 18 ans, ils n'ont pas fait mieux et qu'ils doivent regarder les autres faire. Aujourd'hui, vous lui avez posé la question sur la proposition, il n'a pas trouvé. Mais moi, je pense que l'état de siège aujourd'hui demeure une des solutions pour mettre fin à cette situation. Ils ont, l'expert a rappelé ici que depuis 2005 jusqu'à 2000, je crois, jusqu'à présent, on a connu 10 opérations militaires. Mais c'était des opérations militaires menées par qui? Par les gouvernements de la République, ils ont conduit. Avions-nous à l'époque demandé à Kabila de démissionner parce qu'il n'arrivait pas à résoudre les problèmes des Congolais? C'est une guerre qui a été imposée à la République du Congo. C'est une guerre qui date de 20 ans. Et je ne pense pas que l'état de siège qui a été décrété il y a une année pourra résoudre le problème aussi rapidement. Alors que nous avons eu dans ces pays un président militaire qui connaît la guerre, Joseph Kabila, mais qui n'a pas solutionné cette question. Moi, je pense que l'état de siège aujourd'hui demeure une des solutions. Mais l'état de siège ne veut pas dire aussi zéro mort. Lorsqu'il dit, on pensait que l'état de siège allait mettre fin à la... C'est vrai. Nous espérons tous que l'état de siège améliorerait la situation. Mais l'état de siège améliore la situation. Les frappes avec mais faire croire... Pardon, je reviens, Fabien, s'il te plaît. Les frappes conjointes avec une armée soi-disant bien équipée, très outils en renseignement également. Mais ils sont venus, ils connaissent leurs frères qui sont venus sur le territoire congolais et qui tuent, qui massacrent. Mais comment ils viennent chercher des rebelles ougandais? Ils sont incapables de mettre fin aux opérations, en fait, à ces massacres. Mais les ADF sont toujours actifs. Comment expliquer ça? Mais c'est une situation qui dérange la région. Ce n'est pas une affaire. C'est vrai que ces massacres sont commis sur le territoire. Ça dérange la région. Pourquoi à Nairobi, les grandes puissances prédatrices n'ont-elles pas demandé à l'Ouganda et au Rwanda de parler avec les FDLR, les Hutus rwandais qui sont venus de là, appelés Intermois? Pourquoi ils n'ont pas demandé à Kampala de dialoguer avec les ADF? C'est une question soulevée par l'opposition. Il n'y a pas de problème, on peut répondre rapidement, il n'y a pas de souci. Mais c'est une initiative qui peut venir de nous aussi. Pourquoi attendre que Nairobi nous demande? C'est une initiative qui peut venir de nous parce que ces rebelles sont bien identifiés. Le problème, c'est les Congos. Nous sommes engagés dans ces fronts militaires. Le problème, si ces personnes sont des Ougandais,
S'ils sont rwandais, ce n'est pas notre affaire. Notre affaire, c'est d'éradiquer ces phénomènes de notre territoire. Qu'ils soient rwandais, qu'ils soient burundais, qu'ils soient angolais, nous sommes engagés dans un processus d'éradiquer et de restaurer l'autorité de l'État dans la partie est de la République. Donc pour nous, ce qui importe aujourd'hui, c'est la paix. C'est la paix. Donc je dis, nos amis devraient faire montre d'un peu d'humilité en rapport avec ce qui se passe dans la partie Est. Mais comme j'ai dit tout à l'heure, la meilleure évaluation de l'état des sièges s'observe d'abord par l'éradication effective des massacres, mais aussi au retour de la paix dans la partie Est de la République. C'est seulement en ce moment-là que nous pouvons dire effectivement que l'état des sièges a été une réussite. Mais je rappelle encore, parce que je l'ai dit lorsque j'ai pris la parole lors du premier tour de table, qu'il n'y a pas une période fixée, une durée fixée dans la Constitution, qu'on doit lever maintenant l'état des sièges. Mais si le président dit par exemple, oui, après cette table ronde, on va lever, nous allons vers les élections, on va lever l'état des sièges. Alors, vous serez déçus. Il revient au président d'apprécier la situation. Il n'y a personne sur cette table qui est mieux informé que le président de la République. Donc, s'il considère qu'il est temps de lever l'état des sièges, c'est parce qu'il aura certainement constaté des avancées significatives pour lever l'état des sièges sur les partis l'Itourie et le Nord Kivu. Monsieur Ramazani, proposition, nous sommes en train d'amorcer l'atterrissage. Je crois que nos amis de la majorité ont un sérieux problème d'information lorsqu'ils parlent d'éradication des groupes armés. Je tiens à rappeler, juste à titre illustratif, que le 23 avril dernier, le M23 avait attaqué une position de FARDC à Djoum. Donc, à un moment donné... Vous parlez de Jomba. Et à un moment donné, Jomba. ils doivent se récapituler, vérifier les informations. Et des deux, je tiens encore à dire à nos amis qui disent que les forces négatives ont été éradiquées grâce à l'état de siège. Vous savez, lorsque vous êtes sur la route qui va vers Katanga et Bunia, entrant vers Djalasika, avant d'arriver au territoire de Djoum, le FARDC cohabite pratiquement avec le Codeco. Lorsque nous vous disons des choses en face, c'est parce que nous recevons des informations de nos structures de base qui nous disent que l'état de siège n'est pas efficace. Pourquoi cet état de siège n'est pas efficace? Avant que j'arrive à des solutions, parce que je vais en donner. Pourquoi cet état de siège n'est pas efficace? J'ai dit une politique hasardeuse. C'est avec raison. Votre source vous dit les FARDC cohabitent avec les Codeco. Ça signifie quoi, monsieur? Ça veut dire, j'ai donné les lieux. Il y a deux barrières. C'est ce qu'on nous explique. Il y a deux barrières. De l'autre côté, il y a une barrière de Codeco qui perçoivent des taxes. Et de l'autre côté, il y a une barrière du FARDC. Vous dites on. Écoutez, je ne sais pas si vous me laissez finir mon argumentaire ou bien que je continue à vous répondre parce que finalement, vous allez me prendre la parole. Mais vous faites déclaration. Je suis en train de donner les informations venant de nos structures de base qui sont sur place. N'est-ce pas? Première chose. Deuxième chose, nos amis, il s'agit d'une politique hasardeuse. Le président de la République proclame l'état de siège. Proposition. Le mot hasardeux, on l'a suivi plus d'une fois. Oui, vous allez l'écouter même 10 fois parce que c'est ça. Proposition. S'il vous plaît, Fabien, sur votre plateau, vous avez invité un acteur politique, vous n'avez pas invité n'importe qui. Je suis venu analyser, je ne suis pas venu forcément dire ce que vous voulez entendre de moi. J'analyse, je donne la position de mon parti. Proposition. Et là, oui, je vais donner la proposition, mais vous me laissez finir, s'il vous plaît, Fabien. Lorsque vous me coupez, vous m'empêchez de réfléchir jusqu'au bout, c'est inacceptable. Vous avez invité un acteur politique, vous me laissez analyser. Proposition. Je vais proposer, mais je suis en train d'analyser. Laissez-moi analyser, je donne une position politique. Merci Fabien. Je suis arbitre, monsieur. Vous êtes arbitre, je suis d'accord avec vous. Voilà. Je suis d'accord avec vous, mais je suis votre position. J'ai le droit d'analyser. J'ai le droit d'analyser. Vous m'empêchez d'analyser. Oui, c'est pas. Vous m'empêchez d'analyser. Vous ne devez pas me parler aussi sur ce ton là sur le plateau. Merci beaucoup, merci. Mais vous me permettez quand même d'analyser. Terminé. Merci beaucoup, monsieur Fabien. Voilà. Merci pour ça. Donc, si je dis qu'il s'agit d'une décision hasardeuse, c'est parce que le président de la République proclame l'état de siège. Il n'a pas planifié les opérations militaires, comment cela devait se dérouler. Il n'avait pas planifié le moyen militaire. Est-ce qu'ici, je dois te rappeler, après la proclamation de l'état de siège, ça a pris une affaire de 1 ou 2 mois avant que les autorités militaires établies puissent arriver sur place. Parce qu'il n'y avait pas de moyens, pour leur déplacement. On a connu de sérieux problèmes logistiques. Et les experts en matière de sécurité vous le diront. Ce n'est pas moi, c'est Jean-Jacques Wando qui le dit. C'est la plupart des experts en matière de sécurité qui ont publié des articles là-dessus. Il faut se documenter et lire, vous aurez toutes ces informations au lieu d'être dans votre imaginaire. Proposition.
L'envoi l'avait déjà proposé depuis le 1er mai. Nous avons dit qu'il faut reformer l'armée, il faut changer la chaîne de commandement, il faut renforcer notre armée avec la logistique adéquate pouvant lui permettre de mener des opérations sur terrain. Ce qui n'a pas été fait en amont avant la proclamation de l'état de siège, d'où nous sommes tombés dans cet échec patent parce qu'il y a une vision de tâton. Monsieur Kambale, au regard des réalités sur le terrain, on comprend que c'est le monde qui fait la guerre à la RDC, une guerre pour les pillages de ses ressources. Vous avez vu ce qui s'est passé plutôt à Nairobi. Qu'est-ce que vous proposez finalement? Les réformes de l'armée, ça a commencé depuis Joseph Kabila. À ce stade, qu'est-ce qu'il faut faire? Merci Fabien. Vous savez, je suis d'accord avec mon ami là. Le vrai problème, c'est au Congo. C'est d'abord le Congo. Et je l'ai dit toujours. C'est bien beau, on peut arrêter quelqu'un, on laisse. C'est le discours à Kigali. Non, je vous dis. C'est ça le discours de Kigali. Le problème est simple. Quand nous disons que l'armée a été infiltrée, ce n'est pas l'armée rwandaise. C'est l'armée, ce sont les FARDC. Et qui peut extirper cela de l'armée? C'est le Rwanda, c'est l'Ouganda ou bien c'est la RDC? C'est ça le vrai problème. On arrête aujourd'hui. Pourquoi on dit qu'il n'y a rien qui se passe? Quelqu'un fait 10 mois en dolo, il n'y a pas de jugement. On veut obtenir quoi? Pourquoi l'arrêter? Arrêter c'est une chose, mais juger c'est une autre. Parce qu'à juger, on doit savoir pourquoi il a posé cet acte-là. Et avec qui? Est-ce qu'on connaît? Parce qu'évidemment, on veut cacher. Et ce n'est pas le Rwanda qui viendra le faire, c'est nous-mêmes. Est-ce que nous l'avons fait? On ne l'a pas fait. Donc ici, quand je dis il y a ceci. Il y a des questions à l'Est qui ne seront jamais résolues par l'option militaire. Et tant que ces questions ne seront pas résolues, n'importe quelle armée viendra, il va échouer. Quelle question? 1. Le conflit foncier. Pourquoi j'ai dit? La loi congolaise et que les juges sont là. Pour avoir autant d'hectares, il faut un acte quelconque. Pour avoir ceci, il faut ça. Mais quelqu'un vient, parce qu'il est politicien, il arrive, il voit son chef coutumier, et il faut qu'il lui dise non, tu vois, ça c'est pour. Et là, il y a des villages. Et il chasse ces gens-là. Ces gens, il faut faire quoi? Il devient des maïmaï. Et il s'éteint dans le jeu des maïmaï là-bas. Il vient pour négocier. Donc c'est ça la vérité. Et ça se passe régulièrement. Si vous voulez, tout le monde le sait et tout le monde le savent. Mais qui pose cette question? Personne. Donc la guerre est d'abord interne. La guerre est d'abord interne. Entre les ethnies. Non, il y a d'abord cette question interne. Et alors s'ajoute maintenant la gouvernance. Quel est le type de gouvernance que nous avons? Au niveau local, au niveau provincial. Si tel est le cas, quelle est la part de l'armée là-bas que vous crucifiez? L'armée, c'est une partie de la gouvernance, Fabien. Aujourd'hui, il est démontré que la refondation de l'État passe d'abord par la réforme du secteur de sécurité. Or, notre secteur de réforme a pratiquement échoué. Parce que nous avons changé de tactique pendant des réformes d'organisation de l'armée combien de fois? On est passé des brigades à secteur, de secteur, à régiment, de régiment. On est revenu, mais finalement, nous avons quel type? Merci. Et dans cela, c'est que nous avons une armée des factions qui n'a pas une idéologie militaire. Parce qu'il y a des militaires au sein des FARDC qui se disent moi je suis dans l'armée uniquement pour défendre tel territoire. S'il vous plaît, ça fait plusieurs années que vous ici, on vous a rencontré dans des réunions, des grandes réflexions. Oui. Vous pensez que vous n'avez pas été écouté depuis qu'il y a eu réforme au sein des FARDC? On n'a jamais été écouté. Voilà. Bon, mais le drame c'est quoi? Quand on vous prend, on vous place dans une parcelle de responsabilité, bon, c'est la nuit et le jour. Malheureusement. Bon, on a fini. Un mot à chacun. En termes de l'état du ciel, son avenir, nous allons vers quelle perspective? Sans être prophète, en écoutant le président. Non, je refuse d'abord que l'expert utilise le langage des rebelles. Ça veut dire quoi? Les conflits fonciers. Monsieur l'expert, à Kinshasa, il y a des conflits fonciers. Partout en République. Si vous allez dans nos cours et tribunaux, sur 100% d'affaires qui passent,
90%, je parle sous le contrôle des avocats et des juristes, c'est des affaires foncières. Ça n'a jamais créé de guerre. Donc, ce n'est pas pour autant que ça créera des guerres de l'autre côté. Donc, c'est une raison fallacieuse qui n'a pas de fondement. Et rien ne justifie la guerre. Concluez. Rien ne peut justifier la guerre. Le vrai problème de l'Est, c'est que les gens veulent nos minéraux. Ils sont prêts à instrumentaliser n'importe qui pour avoir ces minéraux. C'est ça le vrai problème. Et derrière ces gens qui instrumentalisent, nous avons des grandes puissances. Nous avons des multinationales devant lesquelles nous luttons. Et donc, vous allez convenir avec nous que ce n'est pas Tshisekedi qui a signé avec les rebelles en 2009. Non plus Tshisekedi qui a signé des accords à Nairobi Vous répétez. ou à Vous Addis Abeba. répétez. Pas du Concluez. tout. Concluez. Ce sont des accords trouvés. Tshisekedi n'a encore rien signé avec des rebelles. Ça, Monsieur c'est important de le vous dire. vous répétez. Parce Concluez. que nous devons conclure, M. Fabien. Les amis de toutes les propositions qu'ils ont données, ils n'ont pas démontré si on laisse l'état de siège, qu'est-ce qu'on ferait? Parce qu'il n'y a pas mieux en face. Il fallait encadrer l'état de siège. S'il y a des insuffisances, par exemple, d'ordre logistique, d'ordre financier, d'ordre de différents ordres, il serait important que Alain. le gouvernement de la République s'implique Alain. pour renforcer davantage cet état de siège pour qu'il continue à produire des Merci, effets. Alain. On passe par la formation comme on est en train de le faire, qu'on équipe notre armée comme Merci, on est en train de le monsieur faire, Kabasele. et les choses vont bien se régler. Alain, c'est votre conclusion. Négocier avec les rebelles n'est pas une solution efficace à cette guerre de l'Est. Et si l'IDPS n'avait aucun projet sur ces dossiers pour s'inspirer seulement de ce que les kabylistes ont fait, je regrette pourquoi il s'est nommé opposant pour qu'aujourd'hui il commence seulement, n'est-ce pas, à copier-coller. On n'a rien copié là. Kabasele, Sur le c'est plan de son la guerre, temps. on n'a rien C'est son copié. temps, c'est son temps. Si l'IDPS qui a chanté nuit et jour d'être un parti politique démocratique, aujourd'hui, n'est-ce pas, se spécialise dans la violence avec les acteurs politiques non armés. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde le sait, que les militants de l'opposition dans les blocs patriotiques ont été gazés parce qu'ils manifestaient C'est leur la solution mécontentement de l'état de par siège. rapport au caractère non consensuel de cette histoire de la loi électorale. Mais de l'autre côté, M. Tshisekedi prend le courage d'annoncer à la nation la négociation avec des rebelles. Et donc, nous n'avons pas besoin de dictateurs dans ce pays. On doit mettre fin à ça. La démocratie voudrait à ce qui est, n'est-ce pas, dialogue permanent entre acteurs, n'est-ce pas, en présence, pour que la solution soit une solution collective. Merci. Parce que les pays nous appartiennent tous. Merci Alain Aling. Chris Mukendi, vous avez votre mot de la fin. Je crois que mon ami Alain Aling doit ce soir justifier sa nomination au sein du PPRD comme secrétaire national. Voilà pourquoi il est en train de faire des raccordements frauduleux autour de la question. Et moi, je crois que l'état des sièges a produit ses effets. Et s'il faut parler de l'avenir de l'état des sièges, je considère que la Constitution de la République est claire là-dessus. Il n'y a pas une période déterminée pour pouvoir lever l'état des sièges, dans la mesure où l'objectif pour lequel l'état des sièges a été décrété n'a pas encore été rencontré à 100%. Donc moi, je considère qu'il n'y a pas de meilleure recette en ce moment. Nous encourageons la table ronde qui sera organisée avec nos frères de l'Est. Est-ce qu'il n'y a pas un piège? Est-ce qu'il n'y a pas un piège? Non, Table ronde, avec crois... qui? Avec qui? Non, mais avec les Congolais, c'est entre les Congolais, je pense. Hein. Il n'y aura pas Donc, de groupes armés extérieurs. C'est entre les Congolais. Runiga est à Kigali. Ça se passe... Runiga a été à Nairobi au nom du M23 El Kigali. Alors, il est venu comme qui rwandais, où il était ici pasteur. Maintenant, il est à la tête, il est le délégué de M23 El Kigali. Alors, Runiga, ici, autour de la table ronde. Vous savez, cette question d'infiltration, c'est une grande problématique hein, qui pourra faire l'objet d'un grand débat autour de cette table. Moi, je pense que c'est un des moyens aussi pour minimiser les coûts en rapport avec tout ce qui est déployé
en rapport avec l'état de siège. Donc un dialogue entre les Congolais est toujours les bienvenus dans cet espace. Voilà. Ramazani, c'est votre mot de la fin aussi. Merci. Pour ceux qui veulent savoir quelle est la solution qu'on apporte à part l'état de siège, certainement ils ne savent pas que du point de vue constitutionnel, en matière de sécurité, il n'y a pas une décision au-delà de l'état de siège. L'état de siège, c'est la décision au sommet. Comme l'état de siège a raté, parce qu'ils ont mal orchestré cette politique, la conséquence est qu'aujourd'hui, il faudrait revenir avec le gouverneur civil, rétablir l'autorité de l'État sur place. Mais pour le faire, il faut une bonne planification en termes de politique publique. C'est que nos amis en face n'ont pas en mesure de donner à la population congolaise. Étant donné que leur politique... C'est important de le dire. En dehors de l'état de siège, on peut décréter l'état de guerre. C'est important. Non. En matière de sécurité. En matière de sécurité. Ouais. Tu engages un débat qui, malheureusement, on est à la fin. Il fallait l'engager depuis longtemps. Ce qu'il faut dire aujourd'hui est que nos amis sont arrivés à la fin. Ils n'ont plus de recettes à donner à la population. Nous attendons 2023, chers amis. Comme ça, cette population va vous goûter dehors. Nous allons faire de Félix Tshisekedi un deuxième sénateur à vie parce qu'il n'a pas de vision pour le Congo. Il n'a pas le cœur pour le Congo. Son regard est ailleurs et pas au Congo. Le Congolais mérite mieux. Oui, merci, merci, monsieur. Merci beaucoup. Je vais dire d'abord à notre ami que... C'est la conclusion. Votre conclusion. Je vais conclure. Je vais à 3 ou 4 minutes, je vais conclure. En 2019, le gouvernement a signé avec les FPPI. Le 30 novembre 2019. C'est le groupe armé Nitouri. Pas là où tu vois. Pour dire que Tshisekedi n'a pas encore signé un accord avec le gouvernement, vous trompez. Non, mais on peut parler sur ça. Oui. On peut parler si vous voulez. Le 30 novembre 2019, le gouvernement a signé avec le FPI. C'est le groupe armé. Le groupe armé ne sait pas. Écoutez. Il ne faut pas faire l'amalgame. Monsieur Kabassele, ce n'est pas votre temps. Pas votre temps. Je ne sais pas. Vous êtes des co-animateurs. Oui. Alors, pour vous dire que un accord existe avec les groupes armés. Deuxième chose, la Codeco a remis son cahier de charge au chef d'état-major général. Vous n'avez pas dire qu'il n'y a pas d'accord sous Félix. Ça, c'est. Il faut être honnête. Le cahier de charge, c'est autre chose que l'accord. Vous comprenez l'accord, mais ce qu'il dit, apparemment, il ne comprend pas. Je ne sais pas. Le 3 mars 2009, un accord déjà signé et publié. Vous me parlez de protocole. Est-ce que on dit ici clairement, le gouvernement, la signature a été décidée par le gouvernement de Kinshasa. C'est le 30 novembre. Cherche, même sur Internet, tu vas trouver. Il n'y en a pas, il n'y a pas eu d'accord formel signé. Cherche, papa, il n'y a pas de problème. Je vous dis qu'il n'y en a pas. Ok, il n'y a pas de problème. Il faut t'informer. Je sais de quoi vous parlez. Il ne faut pas qu'on se trompe. Est-ce que tu peux répondre la parole? Vous nous amenez dans la discussion. Il y a de nouveaux sujets, il fallait en parler. Monsieur Kambale, votre conclusion. Il fallait qu'on donne de point de vue. Vous savez, je comprends lorsque on est en face d'une réalité, on s'agite. C'est ça le vrai problème. Monsieur Kabassele. Quand on dit que la question des terres se pose partout, donne-moi un village à Kinshasa qu'on a chassé. Mais je peux vous donner des villages entiers qu'on a chassés et ces enfants-là ne se sont convertis à Maï-Maï. Qui les a chassés? Voilà. Les politiciens et les militaires. Quels sont ces politiciens? Ils sont connus. Je vous donne un cas récent à Walikale. Ils ont installé qui là-bas? Un député qui est connu. Il a installé qui? Il a fait de ça son carré minier avec un document venu de Kinshasa. Est-ce qu'il y a à Kinshasa ces conflits-là? Donc il ne faut pas mélanger les choses. Les conflits passerelles, ce ne sont pas des conflits qui sont à l'Est. Donc ça c'est un. Deuxième chose, il y a des questions identitaires, même si on ne veut pas les dire, qui sont là. Ces questions ne sont pas résolues par les armes. Il faut les traiter à parler avec les gens. Alors, tant que ces questions ne seront pas résolues, je vous dis, vous pouvez amener n'importe quelle armée, va échouer. Alors, voilà pourquoi je vous dis, je dis ceci, et c'est clair, ce n'est même pas nous qui allons proposer. Bon, alors, les parlements avaient déjà proposé. On a débordé. J'ai une toute petite question. Les ADF sont entrés chez nous. Il y en a même qui se sont mariés avec les Congolaises du Grand Nord. Et tout ça, ils font les affaires et tout. Est-ce que les Congolais du Grand Nord
ne sont pas pour beaucoup dans ce que les ADF sont en train de faire. Je l'ai dit et je le dis toujours, à cas de conflit, il y a beaucoup d'intérêts qui naissent. Voilà. Merci d'avoir répondu à ma question. Merci d'être venu et d'avoir partagé avec nous. La question suscite beaucoup de passion. Vous l'avez compris. Une chose est vraie, c'est maintenant que l'intelligence doit jouer son rôle. C'est maintenant que vous devez montrer que vous êtes allé à l'école. Ses parents nous ont amenés à l'école. Ce n'est pas pour aller rebobiner les choses et venir le reproduire seulement quand on est aux affaires. La société a besoin de nous tous. Aimons réellement ce pays. Toutes les recettes sont sur la table. Voyons voir à quoi ça va rimer. Cette table ronde est sur l'avenir de... L'armée, c'est le dernier rempart. Si l'armée ne parvient pas à faire grand-chose, eh ben, ces civils de Cassivita et les autres, quand ils vont revenir, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ce sera pour récupérer tous les avantages qu'ils ont perdus. Très bonne suite de programme chez vous.